Face à la vigilance sanitaire accrue, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le mercredi 27 mai 2026 une réunion de crise. L'objectif était d'évaluer la situation épidémiologique et de renforcer la coordination de la riposte nationale contre la maladie à virus Ebola. Cette rencontre intervient alors que le pays fait face à une recrudescence de la 17e épidémie liée à la souche Bundibugyo, une situation jugée préoccupante à raison du risque de propagation rapide. Au terme de cette réunion, le chef de l'État a demandé la mise en œuvre immédiate d'un dispositif opérationnel renforcé. Concrètement, cela passe par le déploiement coordonné des équipes médicales dans les zones touchées. L'idée est de rendre la réponse plus visible et plus efficace sur le terrain, notamment grâce à des unités mobiles de prise en charge. Ces équipes doivent intervenir plus vite, améliorer l'accès aux soins et soutenir les structures locales déjà sollicitées. La riposte est mise aussi fortement sur la surveillance sanitaire. Les autorités ont annoncé un renforcement des contrôles au point d'entrée dans les zones où la circulation est plus importante et au sein des communautés identifiées comme les plus exposées. L'enjeu est de repérer rapidement les cas suspects puis d'assurer un traçage rigoureux des contacts afin de casser les chaînes de transmission. En parallèle, la prévention reste un pilier de l'action publique. Les autorités sanitaires ont insisté sur l'application stricte des mesures barrières afin de limiter la transmission du virus. Parmi les mesures évoquées figurent notamment le lavage régulier des mains, le contrôle de la température corporelle et le renforcement des dispositifs sanitaires dans les espaces publics stratégiques. Sur le plan épidémiologique, la situation continue d'être suivie de près dans une région déjà fragilisée par les épisodes antérieurs d'Ebola. Même si la souche Bundibugyo est parfois moins connue médiatiquement que la souche Zaïre, elle demeure préoccupante pour les autorités car sa dynamique de transmission pose des défis sur le plan du diagnostic, de la prise en charge clinique et du contrôle au niveau communautaire. Dans le cadre de la réponse internationale, les partenaires techniques et financiers soutiennent également la RDC. Leur appui vise notamment à renforcer les systèmes de surveillance, améliorer le traçage des contacts et mieux gérer les suspects afin de rendre l'intervention plus efficace à l'échelle globale. Face à la recrudescence des inquiétudes sanitaires liées au virus Ebola, plusieurs pays renforcent leur contrôle aux frontières. Le Canada et les Bahamas ont annoncé de nouvelles restrictions d'entrée visant les voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Soudan du Sud, une information relayée mardi 26 mai par l'agence Reuters. Au Canada, les autorités indiquent dans un communiqué officiel que les ressortissants et résidents arrivant de ces trois pays africains ne pourront plus entrer sur le territoire pendant une période de 90 jours à compter de ce mercredi. Ottawa justifie cette mesure par la nécessité de prévenir tout risque d'importation et de propagation du virus alors que la vigilance sanitaire s'intensifie à l'échelle internationale. Du côté des Bahamas, les autorités optent pour un durcissement immédiat des contrôles migratoires. Les restrictions annoncées doivent prendre effet sans délai pour une durée de 30 jours. Le gouvernement bahamais précise cependant que cette mesure reste provisoire et qu'elle pourra être ajustée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique dans les pays concernés. Ces annonces suscitent déjà des réactions. Certains observateurs dénoncent des mesures pouvant accentuer l'isolement diplomatique et économique des pays touchés. D'autres estiment au contraire qu'un renforcement des contrôles sanitaires et des coopérations internationales est plus efficace pour limiter les risques de propagation tout en protégeant les populations. Alors que la menace d'Ebola continue d'inquiéter les autorités sanitaires mondiales, plusieurs États restent en état d'alerte maximale afin d'éviter toute expansion des virus au-delà des zones concernées. Les prochains jours seront déterminants pour évaluer l'ampleur de la situation et l'impact réel de ces restrictions sur le déplacement des populations et sur les relations internationales. Un dialogue de haut niveau a réuni à Kinshasa le lundi 25 mai 2026 des diplomates, des représentants de la société civile, des experts ainsi que des autorités congolaises. La rencontre visait à relancer et structurer les débats autour des crimes de masse commis en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur les atrocités perpétrées au fil des guerres et des différents conflits que le pays a traversés, notamment massacres systématiques, violences sexuelles utilisées comme armes et traitements inhumains infligés aux populations civiles.
Dès le début des travaux, les participants ont insisté sur deux exigences majeures: documenter les crimes et préserver la mémoire des victimes. Plusieurs acteurs de la société civile affirment que certains massacres répondraient aux critères juridiques du génocide tels que définis par la Convention des Nations Unies de 1948 et les statuts de Rome. Selon eux, la communauté internationale aurait trop souvent tendance à qualifier ces violences sous d'autres catégories, notamment comme crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, au lieu de reconnaître leur nature génocidaire lorsque les faits correspondants sont établis. Dans son intervention auprès des diplomates accrédités en RDC, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a déclaré que certains crimes commis sur le territoire congolais présenteraient un caractère génocidaire. Il a expliqué que la rencontre avait pour but de sensibiliser les partenaires internationaux à l'importance d'appliquer une qualification juridique conforme aux éléments documentés. Pour le ministre, la justice ne peut être atteinte que si chaque crime est nommé selon sa réalité. Il a dit, je cite, « Chaque crime doit être reconnu selon sa nature réelle afin de garantir vérité, justice et réparation aux victimes. » Fin de citation. Les discussions ont également abordé la dimension sociale et historique du pays. La RDC, riche par sa diversité ethnique et culturelle, est aussi décrite par plusieurs participants comme un terrain où les différences peuvent devenir un facteur de fragilité, notamment dans un contexte de conflits armés. Plusieurs voix estiment que ces violences visant certaines communautés seraient encore minimisées ou insuffisamment reconnues. Elles demandent donc une reconnaissance internationale plus juste et un engagement diplomatique plus ferme contre l'impunité. À la fin de la rencontre, les organisateurs ont appelé à la mise en place d'une mémoire nationale forte et inclusive basée sur la vérité historique, la justice et la dignité des victimes. Ils ont exhorté les institutions nationales et internationales à agir pour éviter la répétition de telles violences et à garantir des réparations aux populations affectées. Les participants ont en fait réaffirmé leur volonté de poursuivre le travail des mémoires et des plaidoyers en faveur de la reconnaissance des crimes commis en République démocratique du Congo. En relançant ces débats, le dialogue de Kinshasa cherche surtout à faire évoluer la perception internationale des violences en RDC, notamment passer d'une approche parfois prudente à une démarche plus exigeante, fondée sur des preuves et sur une qualification juridique qui corresponde à la réalité vécue par les victimes. En République démocratique du Congo, les tensions politiques s'intensifient. L'opposition réunie au sein de la coalition C64 a annoncé une journée ville morte le mercredi 3 juin. Cette action vise à protester contre l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portant sur l'organisation des référendums. Cette annonce intervient alors que les débats autour de la réforme constitutionnelle divisent profondément les pays. Déjà, le mercredi 27 mai, des députés de l'opposition avaient boycotté une séance prévue pour examiner le texte. Ils ont justifié ces refus en dénonçant une initiative jugée selon eux inopportune dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires et politiques. Lors des échanges avec leurs militants et sympathisants, plusieurs responsables de l'opposition, dont Martin Fayulu, ont appelé à une mobilisation massive. Ils affirment que les référendums représenteraient un risque sérieux pour l'unité nationale. L'opposition parle notamment des projets de balkanisation de la RDC. Dans leur discours, ils accusent le président Félix Antoine Tshisekedi de vouloir faire avancer un agenda dangereux en collaboration avec le président rwandais, ce qui, selon eux, menacerait l'intégrité territoriale du pays. Pour Martin Fayulu et ses alliés, cette journée ville morte n'est qu'un premier mouvement. Ils annoncent vouloir multiplier les actions afin d'augmenter la pression sur les institutions. L'opposition souhaite également associer davantage d'acteurs de la société civile afin de construire un front commun contre les référendums. Dans leur déclaration, les responsables de la coalition C64 expliquent aussi que l'ouverture des débats sur cette question pourrait encore aggraver la situation politique déjà fragile. Ils estiment que les priorités devraient plutôt être orientées vers le rétablissement de la paix, la protection des populations et la défense de l'intégrité territoriale, particulièrement dans l'est de la RDC, où les sécurités demeurent importantes. La controverse a commencé autour d'une proposition de loi portée par le député Pascal Ngondangoy. Le texte a été déclaré recevable par les élus nationaux le 30 avril. Depuis lors, il suscite de vives réactions dans la classe politique congolaise et alimente un débat de plus en plus polarisé sur l'avenir institutionnel de la RDC.